voudrais d'abord remercier Thierry Ardisson d'être avec nous aujourd'hui. Plus de 30 ans, presque 30 ans de télévision. Alors évidemment, passer de l'intervieweur à l'interviewé, c'est pas forcément l'exercice le plus facile. Vous allez pouvoir lui poser des questions à différents moments, je vous dirai quand. Je voudrais commencer par vous lire un extrait de la préface d'un livre qui s'appelle Fugue en gros bémol. Là tout de suite vous vous dites, putain il est chiant, mais vous allez voir pourquoi. L'auteur s'auto-interview, il pose les questions donc, et il y répond. Question, êtes-vous catholique ? Réponse, je crois en Dieu et je suis partisan d'une religion que je décrirai peut-être plus tard dans un livre, qui sait. Question, plus tard, que comptez-vous faire ? Réponse, du journalisme et écrire, toujours écrire. Quand on y touche, c'est comme la drogue. Question, est-ce que vous lisez beaucoup ? Réponse, quand je vais en classe, oui, mais pendant les vacances, je préfère regarder la télé. Cette fausse interview, ce livre qui commence par ce jeu de questions-réponses entre un auteur et un journaliste imaginaire, c'est signé Thierry Ardisson, il avait 14 ans et demi. Ça ne s'invente pas. On a même le bouquin, mais il est resté en Normandie, je crois. À 20 ans, donc, il y a eu cette expérience au DJ Whisky à gogo, mais ça, on n'en parlera pas ce soir. Et Thierry Ardisson quitte sa famille, part à Paris avec 50 francs en poche. Et puis là, il y a toute cette histoire que vous connaissez peut-être jusqu'à aujourd'hui à la télévision. Je voulais commencer cette masterclass par la première chose qui, pour moi, est très important dans l'art de l'interview à la Thierry Ardisson. C'est la publicité. En réalité, Thierry, tu n'es pas journaliste. Je ne suis pas du tout journaliste, non, j'ai jamais fait d'études de journalisme. J'ai fait une licence d'anglais que j'ai même pas terminée. Je suis pas journaliste, j'ai pas de carte de journaliste, mais j'ai l'esprit journalistique, c'est-à-dire j'ai la curiosité des journalistes et le culot qu'il faut avoir quand on veut être, j'imagine, un bon journaliste. Donc ton métier, c'est le concept. Mon métier, c'est concepteur. Dans la publicité, j'ai appris à trouver des concepts. Parce que la publicité, c'est un métier très difficile. Parce que finalement, on vous demande de dire que l'eau de Vittel, c'est mieux que l'eau d'Évian. Alors en fait, c'est pas vrai évidemment, mais on est payé pour expliquer pourquoi. Donc c'est un métier qui est uniquement basé sur le concept et sur la forme. Après quelques années de publicité, j'ai compris qu'il n'y avait pas de quoi remplir une vie. C'est un métier passionnant où très jeune, on m'avait donné de l'argent pour faire des affiches, des films, des messages radio, des annonces presse. Mais voilà, la finalité de la pub, c'est de vendre des produits. Donc au bout d'un moment, on se dit, mais qu'est-ce que c'est toute cette énergie, ce temps que je dépense pour vendre des produits ? En revanche, donc j'en suis parti. Mais en revanche, ce que j'avais appris dans la publicité, c'est-à-dire le sens du concept, le soin du détail dans la forme, m'a aidé dans tout ce que j'ai fait par la suite, que ce soit des journaux, des livres, des émissions de télé, maintenant des films ou des séries. Et ça a été pour moi, en fait, ma grande école, ça a été la publicité. Voilà. Et le premier concept, c'était Descente de police, d'abord dans Rock 'n' Folk, ouais. Et ensuite pour TF1 en 85. On a fait une série dans Rock & Folk, je ne sais pas si vous connaissez Rock & Folk, mais à l'époque, ça se vendait pas mal, c'est un journal de rock, un magazine de rock. Et on leur a proposé une série où, en fait, le principe, c'était de transformer l'interview en interrogatoire. C'est-à-dire qu'en fait, mon copain et moi, disons, on était deux, on était des flics. Et quand on interviewait les stars, on les interviewait comme des flics. Voilà. Et ça s'appelait Descente de police. Et ça a eu beaucoup de succès parce qu'en plus, dans un journal comme Rock & Folk, qui est un journal, disons, de rock, à l'époque de folk, évidemment, nous, on interviewait Dalida, Yves Montand, enfin que des gens qui n'avaient rien à voir, quoi. Et en plus, la façon de les questionner était tout à fait nouvelle. J'en profite d'ailleurs pour dire, parce que je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici, qu'en fait, quand on cherche des idées, c'est une parenthèse, c'est une digression. Quand on cherche des idées, il faut toujours se dire, est-ce que je suis dans la différence et pas dans la surenchère ? Je donne un exemple. Par exemple, moi, quand j'ai commencé la pub, il y avait une campagne de pub à l'époque qui existait, que c'est pour le petit fromage Kiri, le fromage des gastronomes en culotte courte. Il fallait trouver autre chose. Ça avait déjà été fait. Donc la surenchère, ça aurait été de faire des gastronomes avec des culottes encore plus courtes. Et la différence, ça a été de dire, chaque fois que votre enfant mange une portion du fromage en question, qui s'appelait Samos, c'est comme s'il buvait un verre de lait. Et nous, on avait joué que le lait descendait quand le gosse mangeait. Tout ça pour vous expliquer l'importance de la différence. Donc dans Rock & Folk, pour en revenir à Rock & Folk, on a mis des gens qu'on voyait jamais dans Rock & Folk, Dalida,
Et on l'a interviewé d'une façon différente. Ce qui fait que TF1 a vu ça et m'a dit, est-ce que tu peux faire la même chose à la télévision? Voilà. Donc ça a été ma première émission de télévision. Ça a duré 6 numéros, parce qu'au bout de 6 numéros, on s'est fait virer par le CSA de l'époque, qui trouvait ça trop violent. Et vous allez comprendre pourquoi. 4 octobre 85, descente de police donc avec Yves Simon. On regarde. Bon, on te propose de passer un mois dans une île déserte avec Marchais ou Le Pen, une île qui fait 20 mètres carrés. Lequel tu choisis? C'est le radeau de la Méduse là que vous Non, proposez. on te pose une question, tu C'est réponds. précis, sois je gentil, réponds. Alors, hein. Marchais ou Le Pen pendant un mois dans une île déserte avec toi. Quelle île? N'importe quelle île. Vous êtes tous les trois à poil dans une île déserte, tous les deux. Avec lequel tu veux être? Avec Marchais ou Le Pen? Je les encule tous les deux. On me dit de choisir un des deux. Ah, choisir. J'en encule qu'un alors. Lequel? Lequel? Ah, tordu, hein. Faut savoir lequel qui va accepter. Allez, viens ici. Ah non! Allez. T'en fais pas pour lui. Hein. Allez, viens ici. Allez, remonte. Mets-toi à genoux. Hein. Ah, les ordures. Allez, est-ce que t'as... Alors maintenant, on te demande, est-ce que Ah, sœur Étienne, vous savez manier la... t'as déjà eu des rapports homosexuels? Non, jamais, ni avec Le Pen, ni avec la... Alors, Quand t'étais petit, on te demande à Choiseul. quand t'avais 12 ans, 8 ans, quand t'étais garçon, comme tout le monde, t'avais des expériences homosexuelles avec tes petits cousins. Allez, réponds. Que tout seul. Réponds, je te replonge. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier, mais c'est vrai donc à l'époque, donc c'était quand même l'époque de Patrick Sabatier, de Michel Drucker, de tous ces gens-là qui étaient extrêmement gentils avec les invités. Nous, on lui a cassé 3 côtes quand même ce jour-là. Et il y a eu plein d'histoires comme ça. Il y a eu une histoire aussi avec Karen Cheryl qui bossait à l'époque à TF1. Et on lui avait, avec un tesson de bouteille, j'avais ouvert la main. Bon. Donc là, on s'est fait virer. Voilà. C'était le début de ma carrière. Ça commençait très fort. Et la première vraie interview, du coup, c'est le 22 septembre 85. Ça s'appelait Scoop à la une. Et c'était Henri Salvador, ton invité. Alors, on vient de chercher en voiture. On t'emmène au studio. Tu retrouves Catherine Barma. Productrice historique. Oui. Et qu'est-ce que tu lui dis? Ben non, c'est pas ça. C'est que moi, déjà, j'étais pas. Il faut savoir quand même une chose. Il faut dire aux gens qui sont là, aux jeunes, c'est que jamais personne veut être intervieweur dans la vie. C'est-à-dire, c'est pas un vrai métier. Quand on est petit, on va être pompier, on va être pilote d'avion. On ne dit jamais, je vais être intervieweur. Bon, moi, je me retrouve intervieweur parce que ça me faisait marrer. Après descente de police, je commençais à trouver ça intéressant. Puis l'idée de faire de la télé, quand même, ça me faisait marrer, évidemment. Donc, finalement, il me propose une émission qui est une espèce de jeu qui s'appelle Scoop à la une, qui est un jeu en fait très traditionnel, où les gens devaient faire la une d'un magazine qui s'appelait Scoop avec des extraits des journaux télévisés de la semaine. Donc c'était un jeu du journaliste en fait. Bon, moi je fais des répétitions, j'étais à chier, mais très 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 mauvais. J'avais le trac, je voulais pas faire. En fait, je veux dire, j'avais envie de le faire, mais je n'étais pas capable de le faire. Donc aux répétitions, j'étais vraiment très très mauvais. Tout le monde, je sentais bien que les gens n'étaient pas emballés par moi. Et quand arrive le jour du tournage de la première émission, donc ils viennent me chercher en voiture, effectivement, tout le monde, 2 bagnoles, les gonzesses, les assistantes et tout, c'est assez marrant. Et là, arrivé sur le plateau, j'ai eu un trac épouvantable, qui m'a d'ailleurs pas quitté pendant les 15 années suivantes, un trac épouvantable, et j'ai dit à Catherine Barma, je ne peux pas rentrer. Elle me dit, mais il y a tout le monde qui est là, il y a les caméras, il y a 200 personnes dans le public, il y a les invités qui sont dans les loges. Et je dis, je ne peux pas y aller, c'est plus fort que moi, je peux y aller. Mais qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Et là, je lui ai dit, dis-leur que j'ai le cancer. Ce qui était très mauvaise excuse, parce que le cancer, ça ne se déclenche pas en une demi-heure. Donc j'y suis allé, et c'était épouvantable. J'étais assis sur un truc comme ça, d'ailleurs, mais... On va regarder. Et voilà, c'est Allez, horrible. Magnéto, Serge. Horrible. Tu vas m'imiter d'abord pour commencer le mec qui présente son émission de télévision pour la première fois. Ah, bon. Eh bien, bonsoir, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, je suis très content de... Où est la Il caméra? le fait bien, non? Oui. Alors, moi, je trouve qu'il le fait mieux que moi. Voilà, donc c'était la première interview. On a pris le bon dans une prise et le jour dans l'autre. C'est-à-dire, heureusement que c'était monté derrière, parce que c'était vraiment... Ils m'ont détesté sur la production, parce qu'il y avait 3 heures de montage pour que ça soit à peu près normal. Et ce trac, ben, je l'ai eu pendant les 15 années suivantes. Ouais. Ça m'a jamais quitté. Ça m'a un peu quitté quand Gainsbourg est venu. Parce que Gainsbourg est venu dans cette émission. Et à l'époque...
on pouvait boire à la télé. Sur les plateaux, on pouvait boire, on pouvait fumer, c'est vachement sympa. Et Gainsbourg vient. Bon, on va la voir tout de suite, cette séquence de Gainsbourg, c'est parti. Bien, bien. Bonjour. Ça va? C'est toi, Serge. Alors, Serge, comment va le petit Lulu? Oh, le petit Lulu, il est mignon. Il est déjà célèbre. Il est déjà connu, hein. Il n'a pas eu de mal, lui. Hein. À peine il est né, il est déjà connu. C'est un handicap. Ouais. Attention. Alors, tu l'as appelé Lucien comme ton vrai prénom? Oui, je m'appelais Lucien. Tu t'appelles Lucien et lui, tu l'as appelé Lucien. Tu veux qu'il soit peintre ou écrivain? J'aimerais qu'il fasse les beaux-arts. Comme toi. Je lui apprendrai le piano. Tu voudrais qu'il peigne ou qu'il écrive ou qu'il fasse de la musique ou qu'il fasse les trois? Peut-être archi. Architecture. Bah, on va se marrer, ce gamin. Ouais, non, mais s'il n'aime pas ça, il va pas les foutre de baffe. Tu l'obligeras pas. S'il veut être expert comptable, par exemple. Alors là, il aura mon coup de poing dans la gueule. Mais avec tout ce que tu t'envoies, t'avais pas peur qu'il soit un peu mongolo, Lulu, non? Si, il est fou, c'est fou allié, hein. T'avais pas peur? Il est mignon, quoi. Il est Ah non, mais je sais qu'il est adorable. très bien, mais imagine. T'as pas eu peur? No Quand il way. est né, tout ça, t'étais pas Il avait flippé? les yeux de bambou, Ouais. ma bouche à pipe. Ouais. De son père ou de sa mère? C'est fini, oui. Tu vas encore faire beaucoup d'enfants comme ça? C'est le dernier. C'est le dernier. Pas déconner. Voilà, donc là, effectivement, les gens, il y a eu un buzz dans Paris, mais c'est pas comme maintenant avec Internet, mais enfin, il y a quand même du buzz. Les gens ont dit, il y a un mec à la télé le dimanche après-midi. Il faut savoir que c'est une émission qui passait à 3h de l'après-midi sur TF1. Il y a un mec qui est nul. On voit bien, il est complètement empoté, il n'y arrive pas. Mais il dit des trucs quand même très bizarres, quoi. Et là, c'est devenu, voilà, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai fini la saison en faisant ça. Et puis, je me suis rendu compte que quand je faisais cette émission-là, et que je voulais être, quand je sortais de l'émission et que je voulais être heureux, content, j'allais au bain-douche, qui était la boîte de l'époque. Et donc, un an après, je suis allé faire l'émission directement au bain-douche, ce qui était quand même beaucoup plus simple que de passer par Bercy, par le POPB. Et voilà, en fait, ça a vraiment commencé avec Bain de minuit, qui est l'émission que j'ai fait au bain-douche, où là, c'était vraiment moi, quoi. Là, c'est pas moi, mais au bain-douche, c'était moi avec mes amis, ma bande, les gens de l'époque, enfin voilà. Alors pour réussir une bonne interview, en tout cas à la sauce Ardisson, il y a un truc qui est important, c'est de trouver la bonne longueur d'onde. Oui, je crois que la première chose à faire, c'est comme quand on cherche sur une radio, quoi, quand on cherche le tuning, quoi, c'est qu'il faut trouver la longueur d'onde des gens. C'est-à-dire que si c'est très important, alors ça passe par des détails, quand par exemple, moi je vois jamais les gens avant, enfin le moins possible, parce que si tu deviens copain avec les gens que tu interviews, après tu peux plus leur poser des questions dures. Donc c'est vrai que moi bizarrement, mais je connais pas fréquenté grand monde et je connais pas grand monde. Quand j'ai commencé à faire du cinéma, tout le monde m'a dit, bah, tu les connais tous. Je dis oui, je les connais tous, mais ils me détestent tous. Donc c'est vrai qu'il y a la longueur d'onde, il faut trouver le regard avec les gens, évidemment. Après, il y a le jargon, c'est-à-dire que les mots qu'on emploie avec un philosophe sont pas les mêmes que ceux qu'on emploie avec un rappeur. Ça va de soi, mais encore faut-il y faire attention, parce que les gens, ils vous calculent. Si vous employez les bons mots, ou si vous avez les bonnes références culturelles, en 2 secondes, ils disent « Ok, je peux lui parler, je peux lui faire confiance ». Ça va très vite. Alors déjà, quand je passe leur dire bonjour au maquillage, c'est juste trouver les mots qui vont les mettre en confiance, c'est très important. Donc la longueur d'onde, le jargon, et puis ce qu'on sait des gens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme les flics. Si un flic débarque chez vous un matin et vous dit hier soir à 10h, vous avez mangé dans un petit japonais de la rue machin, puis putain, le mec, il sait ça, il sait tout, quoi. Alors qu'en fait, il sait peut-être que ça. Donc, avec les invités, avec les gens qu'on interviewe, il faut savoir 2-3 détails qui tuent et qui font que le mec se dit, bon, ben, je ne vais pas lui raconter de conneries parce qu'apparemment, il sait tout. Voilà. C'est, disons, 3 recettes, mais il faut beaucoup travailler, en fait. Tout ça a l'air, j'imagine, quand on voit les gens de la télé, quand je vais regarder mon émission le samedi soir à 19h, je vois ça et je me dis peut-être que les gens pensent que c'est facile. En fait, c'est un faux naturel. C'est pas du tout naturel. C'est du théâtre, la télé. Il faut comprendre ça. Je crois que les vrais journalistes comme Florent, ils ont. Mais quand on est animateur de talk-show, il faut savoir que c'est de la comédie, en fait.
Alors il y a un exemple que j'ai retenu. Elle s'appelle Mila Jovovich. C'était le 23 mars 2002. Regardez ce que ça donne quand Thierry Ardisson dit que de temps en temps il faut connaître tout, même les petits détails. Donc vous vivez à Londres, vous êtes un petit peu rebelle comme ça, vous faites de la musique, et à ce moment-là, vous êtes obligé de rentrer en Amérique. Vous rentrez en Amérique de toute urgence parce que votre père a été arrêté pour fraude à l'assurance. Oui, c'est vrai. Effectivement, mon père a passé 8 ans en prison. Voilà. Bien sûr. Oui, j'ai perdu mon père pendant 8 ans. Va la chercher. Va la chercher. Coup de bol, il y a un mec qui ressemble à Luc Besson. Donc voilà, ça c'est les dangers de trop travailler, parce que cette fille, Mila Jovovich, contre qui je n'ai évidemment rien, chaque fois qu'elle venait en France, tout le monde lui disait « Ah, vous êtes formidable, vous avez été marié avec Luc Besson, vous avez joué dans Jeanne d'Arc ». Et en général, le travail des journalistes qui l'interviewaient s'arrêtait là. Donc évidemment, tout se passait bien. Sauf que moi, je suis renseigné sur elle, savoir ce qu'elle faisait en Amérique avant de venir, ce que faisait son père, ce que faisait sa mère, ce que faisait son frère. Voilà. Et donc j'avais trouvé que son père avait été en prison. Donc je sais pas, apparemment ça la choque beaucoup qu'on en parle. En même temps, il avait purgé sa peine. Mais comme elle avait pris un petit peu des substances, je pense, elle s'est énervée. Voilà. Mais ça partait d'un... Je ne dis pas d'un bon sentiment, mais ça partait d'un réel professionnalisme. Trouver la bonne longueur d'onde, donc, vous avez compris que c'était important. L'un des secrets aussi de l'interview à la Ardisson que j'ai disséqué, c'est l'absence de tabou, aucune censure dans à peu près tous les domaines, hein, quelle que soit la personne en face de vous. Et de temps en temps, il ne faut pas céder à la pression. Le 18 mars 2000, tu reçois Édouard Balladur, et en préparant l'émission, on te passe quoi, 5-6 coups de fil à la suite? Oui, ben, quand on va recevoir des gens, vous avez toujours l'entourage qui vous appelle quand il y a un problème dans les 8 jours précédents. Et voilà, donc, là, en l'occurrence, c'était Balladur, il ne faut pas lui dire qu'il est turc. Bon, pourquoi je ne dois pas lui dire qu'il est turc? Il ne faut pas lui dire qu'il est turc. Voilà, tu ne dis pas qu'il est turc. Donc évidemment, quand Balladur est arrivé, la première chose que j'ai fait, j'ai dit, mais ça fait 8 jours qu'on me dit de ne pas vous dire que vous êtes turc. Vous savez, les Turcs, il y a des Turcs cons, puis il y a des Turcs super, et franchement, je sais pas, il n'y a rien. Il ne voulait pas en parler. Bon. Le lendemain matin, coup de téléphone de Balladur, donc j'étais au montage, coup de téléphone de Balladur, écoutez, je ne suis pas turc, si vous voulez venir à mon bureau, je vais vous prouver que je ne suis pas turc. Je dis, mais attendez, on s'en fout. Le mec est né à Izmir, c'est-à-dire Smyrne. Aujourd'hui, c'est Izmir, qui est une ville, en fait, sur la côte anatolienne, où il y avait beaucoup de populations différentes. Hein. Donc je dis, écoutez, non, je ne vais pas venir à votre bureau, moi je vous crois, bon, vous n'êtes pas sûr. Non, il faut le couper dans l'émission. Je dis, ah non, moi je coupe jamais, donc c'est pas la peine de me demander. J'appelle quand même la patronne de France 2 à l'époque, qui était Michel Cotta, qui était une journaliste, et je dis, qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit, fait chier, c'est bizarre cette histoire. Elle me dit, écoute, je le vois ce soir chez mariage de je ne sais plus qui, je vais lui en parler. Bon, enfin, toujours est-il que l'émission est passée telle qu'elle. Et bien des années après, en fait, Balladur, il n'y a pas plus de honte à ça d'ailleurs, il est arménien. Et je comprends quand on lui dit, lui dire qu'il était turc, je comprends que ça l'embêtait beaucoup. Mais il aurait pu me le dire. Il aurait pu me dire, écoutez, je m'appelle Balladurian, je suis arménien, ma famille est arrivée à Marseille au moment du génocide, dans les années 20. Ma famille s'est installée à Marseille, et au lieu de s'appeler Balladurian, on s'appelait Balladur. Enfin, il n'y a quand même rien d'extraordinaire. Et donc ça a été une des fois où j'ai vraiment eu une grosse pression. Contrairement à ce qu'on raconte, on n'a pas beaucoup de pression, parce que les gens, en fait, ils savent ceux qui acceptent les pressions et ceux qui ne les acceptent pas. Moi, ils savent que de toute façon, je n'accepte pas les pressions, donc je n'en ai eu pas beaucoup. Là, c'est lui qui m'a mis la pression, mais la direction de France 2 m'a soutenu, et c'est passé comme ça. Et on regarde l'extrait. Voilà. Alors, je vais vous poser une question, vous allez m'en vouloir. Oui. Mais je suis obligé de vous la poser parce que quand j'ai eu des conversations téléphoniques avec votre entourage pour préparer cette émission, ils m'ont dit, il ne faut pas lui parler de ça. Et moi, non, mais ce n'est pas quelque chose de scandaleux, hein, je le dis tout de suite, je ne me permettrai pas.
Moi, je pense, on m'a dit, il ne faut pas parler à Édouard Balladur de ses origines turques, parce que ça va l'énerver. Oui, mais c'est... Alors, je ne vois pas, non, excusez-moi, je continue, puis je vous cède la parole. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a, d'abord, évidemment, de péjoratif à être d'origine turque. Surtout que votre famille, on peut en parler depuis très longtemps, liée à la France, puisque vous étiez une famille de citoyens ottomans et protégés français, protégés de longue date. Alors, moi, je ne comprends pas, parce que des fois, on vous reproche d'être hautain, d'être distant, et en fait, vous êtes un travailleur immigré. Oui, si on peut. Je plaisante pas. Ma famille est effectivement devenue française il y a quelques générations. Et puis voilà, quoi, c'est tout. C'est comme des millions. Il ne faut de... pas lui en parler. Bah, de façon générale, je parle très peu de moi. Oui. Bon, j'ai pris un risque en venant chez vous. Hein. Vous le regrettez pas encore? Enfin, on va voir. On va voir. Les invités de vos émissions vous demandent parfois d'avoir les questions à l'avance. Ils ne demandent pas. En revanche, sur certaines interviews, qui sont ce que on en parlera après, les interviews formatées, c'est-à-dire qui sont en fait des petits sketchs. Quand j'ai un comique qui doit venir dans l'émission, ou un écrivain, par exemple, quelqu'un qui sait écrire, je vais lui donner avant, mais ce n'est pas des interviews qui concernent leur vie, c'est des jeux. Donc ça, je le fais. Mais sinon, jamais. Quand ils demandent les questions, ils n'ont pas. Ou alors je leur donne des... Souvent, il faut aller boire un verre, enfin souvent, de temps en temps, il faut aller boire un verre avec la personne qui dit « Moi, je veux bien venir chez Ardisson, à condition que je le rencontre avant. » Donc on y va, on raconte n'importe quoi, et ils sont très contents. Puis quand ils arrivent sur le plateau, on fait ce qu'on veut. Une fois, il y a François Hollande qui a dit, quand il était candidat, il a dit « Moi, je veux bien venir chez Thierry Ardisson, mais je veux déjeuner avec lui d'abord. » Donc j'ai déjeuné avec François Hollande, et je vais vous dire un truc horrible, je me souviens de rien. Non mais de rien du tout. Je me souviens que j'ai beaucoup parlé, j'ai sans doute dit des conneries parce qu'il n'est pas venu. Tabou sur le... Ah, il y a peut-être encore une question là-bas. Là-bas. Merci. Bonsoir. Bonsoir à vous. J'ai deux petites questions. Une sur le trac dont vous avez parlé avant. Je voulais savoir si pendant ces 15 années où vous avez, entre guillemets, souffert de ce trac, vous avez songé à tout arrêter. Et la deuxième, c'est comment est-ce que vous gérez et vous avez géré ce trac pendant ces années? S'il y a des petites recettes. Si vous voulez, c'est vrai que n'importe qui aurait arrêté. Parce que la boule au ventre que j'avais en allant faire l'émission, c'était insupportable. Franchement, insupportable, je me demande comment j'ai fait. Alors, à un moment, on m'a dit, il faut prendre des bêta-bloquants. Donc j'ai pris des bêta-bloquants, mais ça me rendait endormi pour le moins. C'est-à-dire je manquais de vivacité, je n'étais pas très en forme avec ces bêta-bloquants. Après, un jour, il y a Jacques Martin qui vient dans mon émission et qui me dit « Thierry, j'ai un truc pour toi. Tu vas manger du sel. Le sel va absorber la transpiration, ça va te faire un bien fou. » Et j'ai pris, comme je suis quand même un mec assez jusqu'au boutiste, j'ai pris une demi-boîte de sel Cérébos. Alors évidemment, j'ai pas transpiré, j'ai pas eu, le trac, j'ai tellement mal au bite que j'avais pas le trac. J'ai pas du tout transpiré. Simplement, en rentrant chez moi, j'ai eu des coliques néphrétiques évidemment épouvantables. C'est la seule fois de ma vie où ça m'est arrivé, et je souhaite ça à personne. Tous ces cristaux de sel en traversant les reins un par un me faisaient affreusement souffrir et on m'a été obligé de me faire une piqûre de Valium. Non, pour répondre sérieusement à votre question, j'ai jamais rien trouvé jusqu'au jour où j'ai fait une émission quotidienne sur Paris Première qui s'appelait Rive droite, Rive gauche. Et là, je me suis dit, j'en ai eu marre d'avoir le trac. Là, je me suis dit, si tu fais une quotidienne et que tu as le trac tous les jours, il ne faut pas la faire, mon gars. Là, vraiment, voilà. Là, je me suis dit, il ne faut pas y aller. Donc là, j'ai commencé à surmonter. Je crois qu'en fait, on se débarrasse de ces addictions quand on en a marre. Moi, dans les années 70, j'avais pris de l'héroïne pendant 3-4 ans. Je me suis arrêté d'en prendre. Le jour où j'en ai eu marre d'en prendre parce que la vie que ça me faisait mener ne me plaisait pas. Et ça, c'est une bonne façon de se guérir. C'est quand on en a marre. Donc j'ai eu marre d'avoir le trac. Mais ceci étant, ben voilà, quand même, quoi, je veux dire, il faut avoir un petit trac. Il faut toujours avoir une petite appréhension parce que si on y va en pensant que c'est simple, c'est pas vrai, c'est pas simple. Moi, j'ai quand même tous les samedis soirs 1,5 million de gens qui me regardent. Et ces gens-là, je ne dois pas les décevoir. C'est le deal. Donc, ça fout la pression. Quelqu'un qui vous dirait ça ne me fout pas la pression, c'est pas vrai.
Alors, on parlait du tabou sur la forme, sur le fond. Il y a une émission qui s'appelait Hardimat, 92 sur France 2. Et alors là, le concept était génial. Je ne sais pas s'il pourra marcher d'ailleurs encore aujourd'hui, tu as dû le déposer. Si j'avais su le faire, il aurait marché. C'est-à-dire qu'à l'époque, chaque fois qu'on arrêtait une émission, j'en faisais une autre. Donc j'en faisais comme ça 3 par an. Le CSA m'avait arrêté, enfin le CSA de l'époque m'avait arrêté double jeu. Donc j'ai dit c'est pas grave, on en fait une autre. Bon. Et on avait fait une émission qui s'appelait Hardimat. Le concept c'était, on est en direct, on doit faire de l'audience. Il y avait un chien, ça vous êtes trop jeune pour vous en souvenir, et je disais si vous ne regardez, si l'audience baisse, je tue le chien. Voilà. Donc les gens chez eux, ils sont un peu obligés de regarder. Sinon le chien mourrait. Bon. Et le problème c'est que j'étais nul, c'est-à-dire que j'étais vraiment pas bon pour faire ça. Et je le faisais pas en direct, ce qui était complètement con. Je pense qu'aujourd'hui, pour répondre à ta question, c'est qu'aujourd'hui, ce qui serait bien, ça serait de le faire. C'est un peu ce que fait Hanouna. Parce qu'Hanouna, pendant son émission, il a un portable, il a son audience en direct. Donc il sait, pendant la pub, il regarde son audience, et en revenant de la pub, il fait un truc pour continuer à la faire monter. Donc nous, on aurait pu, nous c'était au 2e degré, hein, mais bon, on pourrait le faire aujourd'hui avec ces systèmes d'audience en direct, en disant l'audience baisse, l'audience monte. Donc on a fait cette émission qui s'appelait Hardimat, et c'est l'émission la plus n'importe quoi que j'ai fait de ma vie, je crois. Et j'ai trouvé je rigole d'avance parce que vous allez voir, donc c'est Derrida, le philosophe français qui est mourir en 2004 ou quelque chose comme ça, invité de l'émission Hardimat, regardez ce que ça donne. Donc du coup, il faut faire de l'audience, hein. C'est ça le concept. Comment vous pensez aujourd'hui le rapport entre philosophie et littérature? Et est-ce que finalement, les parcours qui ont été les vôtres, et dans la philosophie et dans la littérature, ne vous conduisent pas à penser que l'écriture littéraire, finalement, résout des problèmes que la philosophie pose sans être capable de les résoudre? J'hésite à répondre à cette question-là, parce que si j'y répondais, je dirais, voilà, ces gens-là ont quelque chose en commun, et ce qui m'intéresse, c'est ce qu'ils ont en commun. Bon, vous avez compris. Donc, l'idée, alors, j'étais assis derrière un bureau, et à côté de moi, il y avait le professeur Rollin, joué par François Rollin, qui est un type exceptionnel, et qui me disait, Thierry, mais il faut faire de l'audience. Donc moi, je dis, bah, c'est bien. Il faut faire du porno. C'est le service public en même temps. Donc on avait passé cette interview de Jacques Derrida en interposant des photos au porno, et à la sortie, il me disait, ouais, c'est bien. Après, on avait diffusé un film porno, mais comme c'était le service public, on l'avait diffusé à l'envers. Donc à la sortie du magnéto, tout le monde était comme ça. Enfin, on se foutait de la gueule de l'audience, quoi. C'était vachement bien. L'idée était bien, mais moi, j'étais pas assez bon pour faire ça comme il faut. Alors, il y a une autre recette, c'est la mise en scène. Ça, c'est important aussi dans l'interview à la Ardisson et à la Canal. La télé, c'est du spectacle, en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure, quoi. 50%... 50% de fond, 50% de fun, 50% de forme, 50% de fond. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très difficile pour les journalistes, les vrais journalistes, d'imaginer que la télévision, c'est avant tout de l'image. C'est-à-dire que si vous regardez le journal télévisé de 20h, quelle que soit la nouvelle qu'on vous annonce, la première chose que vous regardez, c'est la gueule du mec, vous dites, il est fatigué, sa cravate n'est pas bien, etc. C'est très païen, la télévision. Dans les églises catholiques, il y a des statues, mais dans les temples protestants, il n'y a pas de statue. La représentation de l'humain est très païenne. Donc c'est vrai qu'à la télé, il faut admettre ça. C'est-à-dire qu'en fait, tout est faussé par ça. C'est-à-dire tout ce que vous dites, tout ce que vous faites est faussé par l'apparence. Les gens, ils commencent par regarder comment vous êtes. Donc, quand on fait de la télé, il faut en tenir compte. Donc moi, c'est vrai que dans la pub, j'avais appris la forme. C'est-à-dire que quand je suis arrivé à la télé, par exemple, il y avait c'était éclairé comme les supermarchés. C'est-à-dire qu'il y avait un grill, ça s'appelait un grill, il y avait un grill de lumière, et les gens étaient tous éclairés à giorno, quoi, comme dans un supermarché. Et on a été les premiers à mettre des contre-jours, derrière, des contres qui modèlent les cheveux, des trucs. C'est des détails, mais c'est des choses qui ont amélioré la qualité de l'image à la télévision. Et donc, effectivement, oui, il faut se soucier de la forme. Et ça passe aussi par des... Alors là, en l'occurrence, c'était pas le cas, mais ce que tu disais tout à l'heure sur les concepts, c'est inspiré des shows américains, en fait, hein. Letterman. Oui, moi, ce que je fais, ça, c'est ce que je fais aujourd'hui, c'est ce qu'aux États-Unis, on appelle un late show, c'est-à-dire, effectivement, on est face à un invité, on lui pose des questions.
Tout le monde en parle était un genre de talk-show très différent, parce qu'il y avait, à la fin de la soirée, il y avait 10 personnes autour de la table. Là, on est plus près des shows américains de Jay Leno, de David Letterman, etc., où c'est one-to-one. Bon, nous, il y a quelques autres personnes. Enfin, je les interviewe quand même les uns après les autres, quoi, oui. Et puis, il y a le rôle du sniper. Alors, le sniper, moi, j'ai commencé avec Baffy, donc, qui est venu me voir chez moi un jour. J'avais besoin d'un auteur pour écrire des bonsoirs. Et il vient me voir chez moi. Et il me montre, il me dit, oui, je veux bien te faire tes trucs, mais il me montre une cassette. Il était sur les Champs-Élysées, il interviewait des gens qui avaient des blousons en Sky. Et il leur disait, mais c'est terrible quand même, vous portez du Sky. Vous pensez à la maman Sky quand on tue ses enfants et tout. Et les gens disaient, ouais, c'est vrai, quoi. Donc j'ai vu ça et j'ai dit, mais ce mec est juste génial, quoi. Et donc on a commencé à travailler ensemble. Et à la fois, il faisait des sujets. Par exemple, il faisait un truc qui était très rigolo, c'est qu'il allait demander aux gens ce qu'ils pensaient de... Par exemple, il y avait Jean Edernalier qui était invité dans l'émission, ou peu importe qui. Il allait voir les gens en posant « Qu'est-ce que vous pensez du commandant Cousteau ?» Alors les gens disaient « Le commandant Cousteau, c'est un type formidable », mais ça, il ne le passait pas. Donc le mec voyait tous les compliments. Il faisait des sujets très marrants. Moi, il m'a toujours beaucoup fait rire, Laurent. Et donc, je l'ai pris pour sniper. Mais moi, j'ai pris Laurent pour faire des vannes. C'est-à-dire que moi, je n'avais pas besoin, sur le fond de l'interview, je savais le faire. Ce que je ne savais pas faire, c'était les vannes. Et Laurent, effectivement, a une fulgurance. C'est un des rares, vraiment, comme ça. Il est capable de sortir la vanne. Dans la première demi-seconde, il scanne pour voir s'il n'a pas une vanne en stock. Et dans la deuxième demi-seconde, il en trouve une, quoi. C'est juste un mec éblouissant. Aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de sniper. Les gens, par exemple, comme l'émission de Ruquier, par exemple, Émeric Caron, c'est pas des snipers. C'est des gens qui sont là pour poser les questions que l'animateur n'ose pas poser. C'est pas pareil. Un sniper, c'est quelqu'un qui doit, à un moment, trouver la bonne vanne. Je me souviens d'une fois, il y avait Jean Rochefort. Alors je lui dis, Laurent, tu connais Jean Rochefort? Enfin, Laurent, Jean Rochefort. L'autre commence à faire la gueule quand même, parce qu'il est quand même assez imbu de lui-même. Jean Rochefort, Laurent. Ben non, écoute, je connais pas Jean Rochefort. Qu'est-ce que je te dis? Bon, je connais pas. Et au bout d'un moment, peut-être, je sais pas, 4 minutes plus tard, 5 minutes plus tard, il fait Bochefort? Non. Rochefort. Ce mec était génial. Alors, des comme lui, il n'y en a qu'un. Après, j'en ai essayé d'autres. Quand il était malade, on prenait Cadet Olivier. On en a pris d'autres, mais il n'y a que Laurent. Et aujourd'hui, il n'a pas été remplacé. Je pense, je ne vois pas à la télé. Je vois des gens qui font chier les invités à la place de l'animateur, mais je ne vois pas de mec qui fait des vannes drôles. Et moi, quand je suis arrivé à Canal, la direction de Canal m'a dit, écoute, on t'adore et tout. Ils étaient gentils. Je viens de me faire virer de France 2. Ils m'ont dit, écoute, vraiment, on veut t'engager, tout ça, mais on ne veut pas de Laurent Baffy. J'ai dit, pourquoi? On ne veut pas de Laurent Baffy parce que si tu ne vas pas revenir chez Canal faire la même chose que tu as fait sur France 2 pendant 10 ans. Tu ne vas pas faire la même chose. Je dis, mais qui va faire les vannes? Et ils m'ont dit, toi. Je dis, moi, je suis incapable de faire des vannes. Mais ils m'ont dit, tu as des bons auteurs. Oui, j'ai des bons auteurs. Donc, j'ai appris ce boulot que je ne connaissais pas, et pourtant j'avais déjà pratiquement 60 piges. J'ai appris ce métier de comédien, c'est-à-dire de vendre des vannes qu'on n'a pas écrites, ou qu'on n'a pas toujours écrites, disons. Et ça a été un long apprentissage pour arriver à vendre des vannes, à faire des vannes comme si on les improvisait. C'est ce que font très bien les gens qui animent des talk-shows aux États-Unis. Je racontais l'autre jour à Florent qu'aux États-Unis, ils répètent les interviews l'après-midi. Ça aussi, c'est important que pour ceux qui veulent travailler dans ces boulots de l'audiovisuel le sachent. C'est-à-dire que l'après-midi, il y a l'invité qui vient, l'animateur, il répète l'interview, l'animateur a ses auteurs, l'invité a des auteurs qui lui sont dédiés, il répète l'interview, il l'améliore, il trouve des vannes, et le soir, il joue l'interview devant les caméras. Et ça, je crois que pour des Français, parce que nous, on a une idée du journaliste, machin, bon, c'est des choses, je ne dis pas qu'il faut faire pareil, je dis qu'en tous les cas, il faut savoir que ça existe. Alors, faire des vannes, ça veut dire ça. On a pris un extrait, salut les terriens, c'était Nagui. Alors Nagui, en fait, vous êtes ici ce soir pour célébrer votre victoire au grand jeu de France 2. Tout le monde veut prendre ma place. Un jeu dans lequel des candidats comme Sophia Aram, Bruno Guillon, Laurent Ruquier se sont pourtant essayés. Mais c'est vous qui avez gagné. Vous tenez le coup, Nagui. Vous animez 2 jeux par jour sur France 2. Tout le monde veut prendre sa place, du lundi au dimanche à 12h. Et n'oubliez pas les paroles.
du lundi au vendredi à 18h50. Alors, compte tenu du vieillissement des téléspectateurs de France 2, le jeu s'appellera bientôt « N'oubliez pas votre prénom ». Alors, ça cartonne. Et ça rajeunit, mon Thierry. Oui. Alors, on parle du retour de Que le meilleur gagne, que vous animiez en 1991. Ça fait 23 ans. Là, c'est plus une émission, là. C'est un voyage dans le temps. Marty, ça a marché. Nom de Zeus. Nagui, quand on travaille autant, on gagne de l'argent. Alors, c'est vrai qu'à Saint-Tropez, vos bateaux, vous les appelez France 2 et France 4. Ça serait une bonne idée le jour où j'aurai des bateaux, peut-être. Bah oui, Non. et la maison, vous l'appellerez la redevance. Pas de bateau. Et puis à France Inter. Ce qu'il faut dire, c'est que Nagui, à la maison, quand il était petit, ses parents écoutaient France Inter. France Inter, Nagui, c'est un petit peu la bande originale de votre enfance. Non, mais Radio France, c'est le premier contrat de travail que j'ai. Ça compte quand même dans une vie. Bien sûr. C'était un dimanche d'octobre 82, et où je suis rentré à Radio France. Voilà. Et la musique aussi, hein. Oui, ça c'est des moments, c'est-à-dire, en fait, ça c'est toujours la pub, en fait, je me rends compte, c'est que avec la lumière, là cette année j'ai fait un nouveau truc, avant j'avais les sampleurs, dont tout le monde en parle, j'avais une trentaine de sampleurs que je balançais en fonction. Là j'ai un nouveau truc qui s'appelle son et lumière, c'est-à-dire que quand j'appuie sur un bouton, ça envoie une musique et ça change la lumière. Là ça devient très, très sophistiqué. On arrive à ce qu'on appelle aujourd'hui les interviews à la Hardisson, parce qu'on dit ça en tout cas dans le métier, nous on dit ça, ce que tu appelles une interview formatée. L'avantage de ces interviews formatées, c'est que vous allez voir que ça permet, en tout cas moi je le vois bien en tant que journaliste, ça permet d'aller plus loin, de poser des questions qu'on n'oserait pas poser dans une interview classique, quoi. On va peut-être voir un extrait, Michel Rocard, interview qui s'appelle Alerte Rose, 31 mars 2001. Est-ce que vous préférez être caressé par quelqu'un qui vous dégoûte ou battu par quelqu'un qui vous aime? Ah, battu par quelqu'un qui m'aime. Ah, attention, vous seriez un peu... Non. Non. Non, mais on se renseigne ici, vous savez comment c'est. Est-ce que vous préféreriez que votre femme vous quitte pour un homme ou pour une autre femme? À partir du moment où elle me quitte, libre à elle. Ouais. Je suis démocrate. Ah, c'est ça la gauche. Peut-être d'ailleurs. Peut-être, On bah a oui. fait le Pax. Est-ce que embrasser, c'est tromper? Oh, non. Ah bon? Qu'est-ce que c'est que cette philosophie que vous nous trimballez là? Bah, je sais pas, je vous demande, moi. Mais ça dépend du contexte, et j'espère bien que non. Ah ouais? Ouais. Et sucer, c'est tromper? Et, pardon? Sucer, c'est tromper? Non plus. Non plus, bravo. Ça me poursuit depuis. Je pense que Jacques Chancel n'a jamais dit « et Dieu dans tout ça ». Et chaque fois qu'il a fait une interview, tout le monde dit « et Dieu dans tout ça ». Moi, c'est pareil. Sur le moment, d'ailleurs, ça a été c'est passé complètement inaperçu. Au tournage, au montage et à la diffusion. C'est 15 jours après qu'un journaliste du Monde, que je respecte énormément, qui s'appelle Daniel Schneiderman, a écrit dans son journal que c'était un scandale qu'on ose poser des questions pareilles à un ancien Premier ministre. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'avant ça, je lui avais fait 23 minutes d'interview de Rocard en lui parlant de la CSG et tout. Il m'avait dit, c'est la première fois qu'on me parle de la CSG comme ça à la télé et tout. Il était très content, en fait, et là aussi. Non, les interviews formatées, l'avantage, moi, quand je suis arrivé à la télé, disons, il y avait des interviews. Les gens, bonjour, comment ça va? Vous faites un film, vous faites un disque, bon voilà, bonjour et tout. Bon. En fait, c'était des conversations plus que des interviews. Après, il y avait un truc qui existait, c'était ce qu'on appelle le questionnaire de Proust, qui n'a pas du tout été inventé par Proust, mais on l'appelle le questionnaire de Proust, qui est en fait un jeu de société de la fin du 19e siècle dans les salons. Et puis ça s'arrêtait là. Donc moi, ce que j'ai inventé, oui, c'est une cinquantaine de formats d'interviews. L'interview première fois, l'interview alerte rose, l'interview... Enfin bon, il y en a plein, il y en a 50. Et pendant des années, j'ai fait ça. Et ça marchait bien. Et voilà, c'était un peu une marque de fabrique. Ça permet aussi, ce que disait Florent, c'est-à-dire que quand un invité est en promotion, qu'il a un film à vendre, un disque à vendre, un livre à vendre, il a un discours promotionnel préprogrammé. Et ce discours, vous pouvez, enfin souvent, Yann Barthès fait ça très bien, vous dit à peu près la même chose dans toutes les émissions, ils répètent la même chose, ils font leur promotion.
L'avantage des interviews formatées, c'est que d'un seul coup, on les amène sur des terrains où ils sont complètement surpris et ils sont eux-mêmes, parce que là, c'est pas préparé, ils ont en général vendu leur livre, ils sont tranquilles, et là, on les amène là-dessus. Donc j'ai fait ça pendant des années. Il y avait des interviews, il y avait l'interview nulle, il y avait plein d'idées comme ça. Et puis un jour, je me suis rendu compte que finalement, c'était toujours les 10 mêmes que j'utilisais, et que c'était lassant pour les gens, parce que l'interview Alerte Rose ou l'interview première fois, ils la voyaient pratiquement 2 fois par mois. Et là, j'ai pris des auteurs, avec qui je travaille toujours d'ailleurs, à commencer par Kader Aoun, qui a été le collaborateur de Jamel Debbouze pendant des années, et qui maintenant produit Norman. Jamel, puis d'autres comme Stéphane Ribeiro, etc. Et là, je leur ai demandé d'écrire des interviews sur mesure, en fonction des invités. C'est-à-dire que, par exemple, si Françoise Hardy venait, on faisait une interview, je ne sais pas, thermolactyle de Damar, c'est-à-dire, est-ce que, comme tous les garçons et les filles de votre âge, vous avez les jambes un peu gonfles le soir, quoi, donc ça lui faisait vraiment plaisir. Voilà, donc les interviews étaient en fonction. Par exemple, quand il y a Anne Hidalgo qui est venue, j'ai fait l'interview Vamos à la Playa, quoi, qui est complètement con. Voilà. Donc ça a redonné de l'intérêt à ces interviews formatées, et encore une fois, ça permet de créer avec les invités des petits moments de fun. Ils jouent le jeu en général, plutôt bien, et ça permet de sortir de ce qu'on entend dans les autres talk-shows. Et puis ça te permet aussi de faire des interviews où tu n'as même pas besoin de poser des questions. Roland Dumas, dans Salut les Terriens, on peut regarder. Alors, Roland Dumas, est-ce que, comme François Mitterrand, vous croyez aux forces de l'esprit? Beaucoup. Ben, ça tombe bien, parce qu'on va faire une interview Mitterrand Spirit. Je t'écoute, François. Tiens, Dumas, qu'est-ce que vous faites là, mon vieux? Est-ce que vous baisez toujours autant? Pourquoi pas? Dumas, il y a quoi comme bon bouquin sorti sur moi récemment? Est-ce qu'ils le savent pour Margarine, ma deuxième fille cachée? Margarine. Et Danielle, elle va bien? Elle est morte. Merde. Il paraît qu'elle a eu une aventure avec le sous-commandant Marcos. Est-ce que c'est vrai? On a dit qu'elle était amoureuse de lui, mais enfin, c'était un bel homme. Oui, voilà. Bon. Et Ségolène Royal, elle est toujours là? Eh oui. Les gens pensent toujours que c'est ma fille aussi? Non, mais ça, je sais pas si c'est ta fille, hein. Et Rocard? Rocard, oui, il s'en va doucement. Et Guigou? Ah, Guigou, elle ne s'en va pas. Elle est toujours mignonne? Ah, elle était très mignonne il y a 20 ans encore, c'était la grande extraordinaire. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on peut. Après, c'est comme des sketchs, quoi. J'avais une interview qui s'appelait l'interview cercueil. Et donc, l'invité était dans son cercueil. Et on l'interviewait comme s'il était mort, déjà. Donc, c'est vrai que après, ça peut mettre mal à l'aise. Il y avait l'auto-interview, où là, c'est très compliqué, l'auto-interview, parce qu'il faut d'abord tourner. Vous mettez, par exemple, des lunettes noires à un invité. Il tourne toutes les questions. Et après, il tourne toutes les réponses, et après, on monte. Voilà, ça, c'était le principe de l'auto-interview. Donc, c'est vrai qu'il y a eu plein d'expériences comme ça. Il y avait une interview aussi, j'étais Dieu, donc, et j'accueillais l'invité au paradis, etc. On peut tout faire. Et c'est vrai que, en fait, bon, ça, c'est un truc qui m'a beaucoup intéressé, c'est de jouer sur l'interview, puisque l'interview, c'est le rapport, c'est le premier rapport avec les gens, l'interview. Et alors, il y a 2 autres exercices, parce que là, on a vu du plateau. Paris dernière, caméra subjective. Paris dernière, je m'étais fait virer de France 2 déjà, en 93, et j'étais à la rue, quoi. Et je suis allé voir Paris Première en leur disant, je voudrais faire une émission pour vous. Ils m'ont dit, on n'a pas d'argent. Donc j'ai fait l'émission la moins chère du monde, c'est-à-dire qu'on avait une caméra, on ne peut pas être moins cher, et c'est une caméra subjective, donc. Et c'est une dérive nocturne. Enfin, vous connaissez l'émission, parce qu'après, elle a été reprise par Frédéric Tadei et par d'autres gens par la suite. C'était une émission... Vraiment, j'ai adoré cette émission, en fait, parce qu'on partait le soir dans Paris. Il y a un certain nombre de rendez-vous qui étaient fixés. Évidemment, quand on arrivait chez les gens, ils avaient déjà le micro et la lumière était faite. Il y avait une équipe qui passait d'abord. Donc, nous, partout où on arrivait,
l'équipe était passée une demi-heure avant pour préparer, donc c'était un seul mec ouvrait la porte, que ça semblait vrai. Et après, quand on se traînait dans la rue, on continuait à brancher des gens, à les interviewer et tout. Et c'est vrai que c'est une expérience en même temps très intéressante. J'ai quand même traîné dans toutes les nuits de Paris pour faire ça. Ouais. Et vous voyez des bouteilles d'eau, ah oui, c'est pour te... Voilà, alors c'est un système relativement simple qu'on a pris parce que toutes les poupées sont gonflées, au moins pendant une nuit, avant d'être mises dans le commerce. Pour être certain qu'il n'y ait pas de fuite, etc. Donc on a un souci de la qualité. Alors là, elles sont sur l'envers, donc il ne faut pas regarder l'aspect de finition, puisque là, elles sont sur l'envers et la peau sera retournée pour donner cette peau de latex très brillante, très lisse et très agréable au toucher. Ah là, elles sont retournées à l'envers, c'est pour ça qu'elles Voilà, ont des sexes, en fait. C'est pour... Voilà. Le mec fabriquait des poupées gonflables. Donc on a traîné, on était les premiers à filmer dans des boîtes de tous, quoi, au Cléopâtre, je me souviens. On allait voir des libertins et les mecs nous répondaient, mec baisé, quand ils nous répondaient aux interviews. Mais il y a eu des moments très difficiles, il y a eu des gens, parce qu'à force d'aller la nuit chercher ce qui se passe, on était tombé sur un mec qui, son trip, c'était de se faire habiller en bébé et de se faire talquer. Il venait de Lyon une fois par semaine, se faire talquer, se faire habiller en bébé. Il y avait vraiment des trucs qui mettaient mal à l'aise, quoi. Après, c'est TADI qui s'en est occupé. Et puis alors, il y a un autre concept d'interview, parce qu'on en a balayé pas mal, c'est l'interview à la maison. Ça n'a jamais été... c'est 93 Faubourg Saint-Honoré. Oui, l'idée de faire une émission au cours d'un dîner, je ne dis pas, c'est pas moi qui l'ai inventé, j'imagine qu'il y a des gens qui avaient pensé avant. Je crois que le vrai truc qui a fait le succès de cette émission, c'est que c'était vraiment chez moi. C'est-à-dire que les gens, quand ils arrivaient, ils disaient « mais c'est vraiment chez toi ?» Oui, c'est chez moi. Alors c'est un peu dur à vivre parce que le jour du tournage, le lundi, ils arrivaient chez moi le matin, il y avait des cars dans la rue, il y avait des fils dans la cour, ils mettaient des lumières partout. Enfin, c'est pas très... D'ailleurs, entre deux émissions, ils laissaient les lumières au plafond, mais c'était trop long de les enlever. Et donc, les gens venaient chez moi. Et là, c'est un boulot complètement différent. C'est très intéressant aussi pour ceux qui s'intéressent à l'interview, parce que au lieu d'avoir, par exemple, moi, quand j'arrive dans Salut les Terriens le samedi, que je fais une interview, je sais tout du mec, je veux tout savoir, parce que quand on sait tout, on ne peut pas vous raconter de conneries. Donc j'en sais plus que lui sur lui. Et le challenge, c'est ça, c'est que le mec, je peux tout lui demander, parce que dès qu'il dit un truc, je sais exactement. Là, c'est un exercice radicalement différent, c'est-à-dire j'ai invité les gens chez moi, donc il fallait donner l'impression que c'était chez moi. Donc le mec arrivait, j'ai dit « qu'est-ce que tu fais en ce moment ?» Il dit « tu sais pas, je viens de sortir un film là. » « Ah non ?» Donc voilà, donc c'était tout l'inverse, c'est-à-dire c'était complètement l'exercice inverse. C'était de considérer les gens qui venaient comme des potes qui viennent chez vous pour bouffer ou pour boire un coup. Alors on s'asseyait, on avait des bons cuisiniers qui faisaient la cuisine. Moi je ne fais jamais de dîner chez moi, je déteste ça. Je déteste les odeurs de cuisine. Mais là il y avait des très bons cuisiniers qui venaient. Et après on bouffait, on buvait des coups. Et ça devenait comme un vrai dîner, quoi. Les gens, au bout d'un moment, ils étaient torchés, comme dans un vrai dîner. Ils racontaient n'importe quoi, ils oubliaient les caméras. Et voilà. Et donc ça donnait des moments... incroyable. Et il parlait tout seul, souvent d'ailleurs. Du coup, tu n'avais même plus besoin de les relancer, quoi. Ah non, ils se non, mettaient à de temps parler. en temps. Moi, j'étais au fond de la table. Moi, je parlais pas beaucoup, en fait, dans cette émission, parce que c'était un dîner. Donc, l'hôte, disons, n'a pas à trop se mettre en valeur non plus. Donc, j'ai laissé parler. Et puis, dans l'oreillette, parce qu'il y avait en bas, il y avait le cadre, le mec me dit, ouais, là, ça baisse un peu. Mon coproducteur, Stéphane Simon, il me disait, bah là, ça baisse un peu. Alors là, je dis, bon, d'accord, je disais un truc, qui remettait du bois dans la cheminée. Il recommençait à s'engueuler. Voilà, c'était reparti. Pour ceux qui ont peut-être jamais vu l'émission, on va vous montrer un extrait. Ouais. Un jour, il y a un mec qui m'appelle pour les télétons, il me dit « Monsieur Faroudia, bonjour, est-ce que vous feriez le téléthon ?» Je suis désolé, je suis en exclusivité avec la sclérose en plaques. Et moi, je pensais qu'il allait, tu vois, rire, me dire « Bon, ben, on va s'arranger. » Et le mec, il a dit au revoir, il m'a jamais rappelé. Il a dû dire en réunion « Bon, Faroudia, il est sur la sclérose. Il est sur la sclérose à plein temps. » Dominique, là où tu as été grand, c'est l'autre jour dont tout le monde en parle quand je t'ai dit « Comment ça va ?» Il m'a dit « Tu sais, tant qu'on a la santé. » Et ça, je trouve que c'est une vanne définitive. Alain était mort de rire. C'est la première vanne que je fais. C'est quoi? C'est les... Ouais, après 12 ans de maladie, c'est la première fois que tu fais une vanne. Parce que lui, chaque fois que je fais des vannes dessus, il fait... Voilà. Au bout d'un moment, oui, il y avait une vraie ambiance. Encore une fois, je déteste les dîners. Moi, mon grand plaisir, c'est d'aller dîner tout seul avec ma femme. Mais là, bon, je le faisais, c'était un travail. Je le faisais proprement, en donnant l'impression que j'adorais dîner. On va parler de deux autres choses avant la fin et avant toutes les questions. Déjà, est-ce que certains veulent poser des questions
Salut la caméra. Je m'appelle Romain, salut Thierry. C'est une question un peu frontale. Qui est-ce qui t'a déjà fait fermer ta gueule? Vraiment, c'est pas... Sur un plateau de télévision, personne. Si, une fois, je manquais de me faire casser la gueule par Joey Starr, mais c'était pas sur un plateau de télé. Qui? Tu connais quelqu'un qui m'a fait fermer ma gueule? Non, je crois pas jusqu'ici. Non, moi, j'ai eu des mauvais moments. J'ai eu des moments désagréables avec des gens qui s'énervent, avec des gens qui... Par exemple, il y a un mec, je ne sais pas si vous vous souvenez, Jimmy Somerville. Un jour, il vient, et c'était lunettes noires pour nuit blanche, et j'avais mes fiches qui étaient là, et il lit à l'envers, parce qu'il était assis là, on était comme ça, il lit à l'envers, qu'est-ce que ça te fait quand on t'appelle tronche de patate? Évidemment, le mec s'est énervé, il est parti. Il y a eu des départs. Il n'y a pas des gens qui m'ont fait fermer ma gueule, mais j'ai eu pas mal de départs. Sinead O'Connor qui voulait plus qu'on lui parle du fait qu'elle avait déchiré la photo du pape, qui est parti en courant dans la rue. Alors quand les gens s'en vont, quand même nous on a une émission à faire. Donc là on les supplie de revenir, c'est horrible. On est vraiment nuls là. Subsidiaire. Question subsidiaire. Oui. Quel ami à toi a refusé de faire l'émission? Tous mes amis. Non mais il ne faut pas avoir d'amis, voilà. C'est un truc, c'est valable en tous les cas pour tous les journalistes, pas que pour moi. Je crois que moi, par exemple, un mec avec qui je suis devenu ami au bout d'un moment, c'est Yvan Attal. Et ça me fait chier quand je le reçois parce que c'est un copain, c'est un ami. Donc il vient sur le plateau. Je suis obligé de lui dire lui parler de sa femme, tout ça. Enfin, c'est pas agréable. Il vaut mieux pas les connaître. Comme ça, on peut. Moi, je dis souvent ça. Je dis, moi, quand je fais des interviews, je suis comme un dentiste, en fait. Parce que les gens me disent, qui vous a le plus impressionné? Oui, quand tu as Gorbatchev en face de toi, c'est impressionnant. Ou Brad Pitt, ou des gens comme ça. Mais en fait, il m'impressionne, franchement, il m'impressionne pas plus les uns que les autres. Je suis comme un dentiste qui soigne des dents, ils viennent, ils s'assoient, je leur soigne les dents, ils s'en vont. Je ne mets pas beaucoup d'affect là-dedans. Enfin, en tous les cas, peu importe l'invité, je dirais. Il faut tous bien les traiter. Les invités, il faut tous s'intéresser à eux, parce que le moment où tu t'intéresses à eux, le moment où tu les interviews, ils doivent être pour toi, enfin, ils doivent avoir le sentiment d'être la personne la plus importante du monde, évidemment. Donc, il n'y a pas de différence, en fait. Oui, madame. Je vous ai vu être extrêmement ému lors d'une interview de Michel Legrand et Macha Merrill. Oui, c'est vrai. Je vous ai vu avoir la larme à l'œil. Oui. Je ne pense pas que là, vous étiez en train de jouer. Non, pas du tout. C'est vrai que cette émission, c'est vrai que c'est une chose que je ne faisais pas avant. Je le faisais un petit peu dans Tout le monde en parle, mais pas très souvent. Et dans Salut les Terriens, donc comme effectivement à la fin, il y a des gens qui ont une histoire. Ça peut être des gens connus comme Macha Merrill et Michel Legrand, ça peut être des anonymes. Je rappelle souvent que dans cette émission, celui qui a la plus longue interview, c'est l'anonyme. Et donc, et c'est vrai que dans cette partie de l'émission, c'est l'âge aussi. Je deviens plus humain finalement. Il y avait un cœur sous le costume noir. Oui. Vous lâchez prise, en fait. Hein? Vous lâchez prise. Oui, je vis l'histoire. Et c'est vrai, enfin pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Michel Legrand et Macha Merrill, c'est quand même des gens qui se sont connus il y a 50 ans sur une plage à Copacabana. Ils ont vécu 3 jours d'amour fou sans consommer. Ensuite, la vie les a séparés pendant 50 ans. Et ils se sont mariés, elle à 74 et lui 80. Donc moi, ça me colle. Ouais, là, je ne peux rien dire. Je ne fais plus le même. Et justement, je voulais savoir, est-ce que c'est pas le meilleur moment pour quelqu'un qui interviewe, le moment où il est cueilli par l'invité? Oui, vous avez raison. C'est vrai que ces moments-là sont des grands moments. Alors, on pourrait dire, ouais, il pleure, mais enfin bon. Quand je suis au montage le lendemain, le vendredi, je repleure. Et quand je regarde l'émission avec ma femme le samedi, je repleure encore une fois. Moi, j'ai pleuré aussi. Hein. Non, mais si c'était... Ce que je veux dire, c'est que si c'était du cinéma, je pleurerais qu'une fois. Et c'est vrai que souvent, le samedi, je suis en train de regarder l'émission comme ça, parce qu'il y a des histoires qui sont extrêmement touchantes. Merci. Mais ça c'est... Moi, vous savez, je vais vous dire une chose, madame. La télévision peut vous isoler du monde. Vous pouvez devenir, comme les gens qui ont un peu de succès. Moi j'étais bunkérisé, j'étais refermé sur moi-même avant de faire de la télé. La télé m'a ouvert sur le monde. C'est l'effet inverse. Ça ne m'a pas isolé du monde, ça m'a fait connaître le monde. Comme je suis payé pour rencontrer des gens, ben je les rencontre, je discute avec eux. Voilà. Sinon, je ne le ferais peut-être pas. C'est comme les dîners. 16 mars 2002, 6 mois après le 11 septembre, Thierry Messant. Hein, non, mais c'est important pour parler de l'art de l'interview. Moi, j'assume tous mes péchés. Et quand j'ai fait mon autobiographie, je me souviens que l'éditeur m'avait dit mets un peu des échecs dedans, parce que là, mets un peu des succès, pardon. Ça fait vraiment un bouquin de loser.
Donc moi, je me complais autant dans l'échec que dans le succès. J'ai un côté morbide. Et donc Thierry Messant, bah oui, tout le monde connaît l'histoire. Donc c'est le mec qui racontait qu'il n'y avait pas eu d'avion dans le Pentagone. Et là, voilà. On regarde et puis comme ça, tu nous expliques ce qui a marché ou pas marché. Ce qui s'est passé. Ouais, Thierry Messant, donc. Dans la version officielle, on nous raconte que un Boeing 757, c'est un engin énorme, arrive devant le Pentagone, descend juste devant le bâtiment sur une pelouse qui se trouve à l'avant, frappe cette pelouse, rebondit, touche la façade, s'engouffre dans la façade au niveau du rez-de-chaussée et du premier étage, est totalement happé à l'intérieur du bâtiment et brûle là à l'intérieur. Ça, c'est ce qu'on nous raconte. Maintenant, n'importe qui peut regarder la photo qui est sur la couverture du livre, qui est la photo d'Associated Press, qui est la première photo qu'on ait prise après l'attentat. Donc, sur la partie gauche de la photo, vous avez de la fumée. Au bas de la fumée, vous avez caché par cette fumée un trou qui est censé être celui qui a absorbé un Boeing 757. Donc, c'est pas bien difficile de comprendre que ça n'est pas possible. Ouais. Et puis en plus, c'est bizarre qu'un avion se soit planté horizontalement dans une façade qui fait 24 mètres de haut. Voilà, parce que si vous deviez attaquer le Pentagone en avion, vous tomberiez en piqué sur le Pentagone, c'est un bâtiment plat. Voilà, bon, effectivement... Je dis raté, mais parce qu'on en a discuté. Erreur dont personne ne se remettrait, et j'ai eu de la chance de m'en remettre. Faute professionnelle, c'est-à-dire que déjà, je n'avais pas fait attention que le bouquin était publié chez un éditeur qui n'existait pas, enfin qui était un éditeur que personne connaissait en tous les cas. Bon, personne dans la production ne s'en était aperçu non plus. Enfin bon, donc je fais cette interview en n'ayant préparé pas assez, clairement pas assez, en étant à l'époque dans Tout le monde en parle, il y avait 14 invités. Et je faisais une quotidienne qui s'appelait Rive droite, Rive gauche, où il y en avait 5 par semaine. Il y avait 20 invités par semaine. Donc je suis arrivé là, je n'avais pas assez préparé. Et je suis tombé, et c'est là où j'ai joué de malchance. Les invités ce soir-là étaient Bruno Solo et Yvan Le Bolloc. C'est-à-dire que si mes invités avaient été Bernard-Henri Lévy, André Glucksmann, il m'aurait dit tout de suite que c'est... Enfin, il m'aurait tout de suite dit quelqu'un d'un peu plus... Là, on était là comme 3 connards en train de se dire « Putain, c'est terrible cette histoire, quand même. Ouais, c'est dingue. Il n'y a pas d'avion dans le Pentagone. Putain, c'est fou, quand même. » Comme 3 connards, quoi. Et ça a quand même été diffusé, donc ce qui veut bien dire que personne ne m'a vraiment rien reproché, puisque ça a été diffusé. Et ce gars-là a été invité sur Canal, sur France 3 et sur toutes les chaînes. Mais bon, j'avais été le premier à l'interviewer. Je n'avais pas pris assez de précautions oratoires. Moi, je ne prends jamais de précautions oratoires parce que je considère que je prends les téléspectateurs pour des gens adultes. Donc je ne fais jamais de précautions oratoires. Je ne dis pas, maintenant je vais recevoir quelqu'un, vous allez peut-être penser qu'il y a un machin. Jamais. Mireille Dumas faisait ça, moi je ne le fais pas. C'est-à-dire que quand je présente quelqu'un dans une émission, je pense que les téléspectateurs vont se faire un jugement sur lui. Voilà, bon. Donc là, j'avais pris, comme d'habitude, 0 précaution oratoire. Sauf que ce que le mec racontait, c'est quand même énorme. Donc je me suis fait, effectivement, et c'est normal, je me le suis fait reprocher. Et ça a été une faute professionnelle, ouais. Est-ce qu'il y a des questions, d'autres questions peut-être? Je pense qu'on peut y aller. Une là-bas, une là, peut-être ici. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez porté plein d'idées à l'écran, plein d'émissions. Quel regard vous avez sur les émissions qui reprennent clairement vos concepts ou qui s'en inspirent? Il y avait une petite embrouille avec Alexandra Sublet, ou même vous n'avez pas évoqué la suite de Paris Dernière. Quel regard vous portez sur ces émissions? Si vous voulez, moi, mon gagne-pain, depuis l'âge de 19 ans, parce que je suis arrivé ici, j'avais 19 ans, je connaissais personne. Voilà. Mon gagne-pain, ça a été mes idées. Donc je protège mes idées comme un paysan protège son champ. Si vous avez planté sur un champ qui ne vous appartient pas, le propriétaire... Bon, voilà. Donc moi, je considère que la propriété artistique, c'est quelque chose qui existe. Bon. Après, la seule fois où je me suis vraiment énervé, parce que quand Alexandra Sublet a fait un dîner sur France 5, j'ai rien dit. Bon. Là où je me suis énervé, c'est à l'époque, quand France 3 a fait la même émission que moi la veille avec Marc-Olivier Fogiel. Je trouvais ça malhonnête de la part de la direction du groupe France Télévisions de faire la même émission que moi la veille. Voilà. Simplement, à l'époque, je n'ai pas eu le courage de m'en prendre à la direction de France Télévisions.
Je m'en suis pris à Marc-Olivier Fogiel, qui était complice. Mais voilà, donc c'est vrai que je considère que la propriété artistique, ça existe, et les gens n'ont pas. Alors après, bon, il y a par exemple des interviews formatées, bon, les gens en font, des blind tests, les gens en font. Moi, j'ai apporté le blind test à la télévision. Je ne peux pas interdire à Arthur de faire des blind tests. Je veux dire, il ne faut pas devenir fou. Il y a une différence entre faire une interview formatée, faire un blind test de temps en temps, et vous piquer carrément le concept d'une émission. Mais je revendique ça, je sais que ça m'a été reproché, parce que moi, quand je suis arrivé à télé, l'ORTF venait de se terminer. Et les gens qui travaillaient à la télé à l'époque de l'ORTF, toutes les idées qu'ils trouvaient ne leur appartenaient pas. Elles appartenaient à l'ORTF. Donc le mec, des gens qui ont inventé des grandes émissions, ils n'ont jamais touché un centime, ça appartenait à l'ORTF. Nous, on est arrivé dans une autre époque, puisque ça a été l'époque 1986 des premières chaînes commerciales, des premières sociétés de production. Donc là, on est rentré dans un business. Et dans le business, les idées, ça se protège. Voilà. Bonsoir. Je voulais juste savoir s'il y avait encore place à l'improvisation. Par exemple, ce soir aussi, visiblement, vous avez préparé l'interview, voilà, cet entretien qui est passionnant par ailleurs. Mais est-ce que vos émissions, est-ce qu'il y a des morceaux encore en direct? Quand il y a disons que quand il y a des moments, d'improvisation intéressants, on ne va pas les couper au montage. Maintenant, après, il y a une question de durée. Quand je faisais Tout le monde en parle, c'est une émission qui durait soit 2h30, soit 2h15, soit 3h moins le quart, soit 3h. Puisqu'après, c'était la nuit. Donc on faisait ce qu'on voulait. Donc quand Laurent Baffy voyait un pot de peinture et qu'il commençait à repeindre le plateau, je lui disais, vas-y, repeins le plateau. Aujourd'hui, je suis dans une émission en access prime time, on ne peut pas déborder. On est obligé de faire la durée, obligé de faire 1 heure. Donc ce genre de contrainte, évidemment, ce genre de contrainte, malheureusement, nuit aux parties improvisées. Et c'est vrai que l'avantage d'un show de nuit, c'est que vous pouvez beaucoup plus improviser. Peut-être je rebondis sur la question, mais peut-être dire un mot justement sur le direct et l'enregistré. Qu'est-ce que ça apporte? Oui, moi j'étais un des premiers à faire des talk-shows montés. C'est-à-dire quand je suis arrivé à la télévision, il y avait plein de trucs qui n'étaient pas comme maintenant. Vous vous en souvenez pas, mais déjà il y avait on a parlé des lumières, donc il y avait des grilles, c'était éclairé comme chez Carrefour. Il y avait un langage de la télévision, c'est-à-dire que les gens avaient un langage, comme les politiques aussi à l'époque avaient un langage politique, il y avait un langage de la télévision. Moi j'ai fait partie, j'étais un des premiers à employer les mots de tous les jours à la télévision et à parler de sujets dont les gens parlaient. Par exemple à la télé, quand je suis arrivé, on ne parlait jamais de sexe, jamais de drogue, par exemple, c'est complètement impensable. Et puis, les talk-shows étaient tous en direct. Et moi, j'ai dit, mais pourquoi? Quel intérêt il y a à faire un journal télévisé, on peut le faire en direct, oui. Mais un talk-show, il n'y a aucune raison de le faire en direct, puisqu'il n'y a pas d'enjeu. Donc, on a commencé à faire des talk-shows montés. Alors, à l'époque, tout le monde me l'a reproché en disant, oui, mais ils coupent des trucs. Et les gens qui me le reprochaient, d'ailleurs, souvent, c'était des journalistes de presse écrite qui venaient m'interviewer, qui mettaient leur magnétophone en marche, qui laissaient tourner le magnétophone pendant 1 heure et qui gardaient ce qu'ils avaient envie de garder, évidemment. Et ces gens-là me reprochaient de faire la même chose à la télévision. Aujourd'hui, ça s'est calmé. Tous les talk-shows sont montés, à commencer par Drucker qui a dit Ardisson ose tout sauf le direct. Mais lui, il fait un talk-show qu'il enregistre le mercredi et qui diffuse le dimanche. Donc tous les talk-shows sont montés, sauf celui d'Alessandra Sublet. Je crois qu'en ce moment, c'est le seul talk-show qui est en direct, c'est celui d'Alessandra Sublet. Voilà. Donc je crois qu'il n'y a aucune contre-indication à monter les talk-shows, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un spectacle. Et si pour que le spectacle, ce qui compte, c'est le spectacle. Ce qui compte, c'est ce qu'on donne aux téléspectateurs. On coupe quand c'est chiant, on coupe quand les invités sont chiants, et ils sont ravis en général, parce qu'on les rend intéressants. Moi, souvent, j'ai des invités qui me disent, mais je ne serai jamais aussi bien que machin la semaine dernière. Je dis, rassure-toi, il n'était pas très bien. Mais quand on a enlevé les conneries qu'il disait, ça devient bien. Donc, le montage a du sens. Bonsoir Thierry. Bonsoir. Alexandre. Je voulais savoir, bon, vous êtes un grand curieux, vous avez interviewé tout type de profil. Est-ce que vous vous amusez plus avec un certain profil? Est-ce que c'est les politiques qui vous font le plus marrer? Est-ce que c'est les comédiens, les humoristes? Je ne sais pas. Alors, Ou les inconnus d'ailleurs. Ouais. Non, les politiques sont rarement marrants. En même temps, on en invite...
Est-ce que c'est pas ça qui est drôle justement de... Oui, les faire chier, oui, parce que décoincer un peu, quoi. Quand vous voulez avoir l'air impertinent, il faut prendre quelqu'un qui effectivement est extrêmement respecté, parce que plus la personne est importante, qu'on fait baladure, plus la personne est importante et se donne des airs de respectabilité, plus c'est marrant de la faire chier. Sauf que maintenant les politiques en ce moment on n'en invite pas, parce que les gens ne veulent plus les voir et on les comprend, donc il y a de moins en moins de politiques. Les comédiens sont pas marrants, les comédiens sont rarement marrants, ils sont marrants quand ils ont des bons dialogues dans leurs films, mais dans la vraie vie ils sont pas tellement marrants. Non, les plus marrants c'est effectivement les humoristes. Moi quand j'invite Mathieu Madénian, je suis pété de rire, quoi. Des mecs qui viennent que pour le fun, que pour se marrer, quoi. C'est ce que je préfère, ouais. Bonsoir Thierry Ardisson, Bonsoir. Olivier. Pour rebondir par rapport à la question précédente, j'aurais voulu savoir quelles sont les interviews, parce que vous en avez fait énormément, qui vous ont le plus marqué à titre personnel. Et aussi, je voudrais savoir s'il y a eu des rendez-vous manqués, des gens que vous auriez absolument voulu interviewer. Disons, j'ai jamais interviewé John Lennon, donc ça me fait beaucoup de peine. C'est fini, je ne l'interviewerai jamais. Non, les interviews, vous savez, effectivement, quand vous interviewez, un jour j'ai interviewé en même temps Brad Pitt, Matt Damon et Don Cheadle, les trois en même temps. C'est sûr, ça vous met un peu la pression, quoi. Mais impressionner, franchement, c'est pas de la frime. Hein. Impressionner, non. Même Gorbatchev, qui est le mec le plus énorme que j'ai interviewé, ça m'a pas mis... Au contraire, je lui ai fait faire ça, parce qu'à l'époque, je leur faisais faire ça. Moi, ma seule idée, c'était que Gorbatchev fasse comme tout le monde, qu'il fasse ça au moment de la pub, quoi. Mais après, non. C'est pas du tout de la... Attends, c'est pas de la froideur, c'est pas un genre que je me donne, c'est juste que je les interviewe, c'est mon travail de les interviewer, c'est comme... voilà. C'est un métier. J'ai une autre question, en fait. Vous parlez de Gorbatchev, et on vous a souvent reproché d'avoir, surtout à l'époque de Tout le monde en parle, d'avoir mis sur le même plan une actrice de X et un politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est vrai. Je pense que le principe de... Il y a deux, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux sortes de talk-show. Là, il y a le one-to-one, comme font les Américains, et puis le talk-show généraliste, qui n'existe pas tellement dans le monde, d'ailleurs. Moi, j'ai vendu dans 2-3 pays la formule, parce que ça n'existe pas tellement. C'est un talk-show où, à la fin de la soirée, vous êtes 10 autour de la table, ça n'existe pas tellement. Le principe d'un talk-show généraliste, c'est un dîner de tête. Ce qu'on appelle, dans les années 30, on appelait ça des dîners de tête. Le principe du bon dîner de tête, c'était une pute, un archevêque. On retrouve dans la littérature française des années 30 toujours cette expression, une pute, un archevêque. C'est un très bon exemple. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, par exemple, quand je recevais des écrivains dont tout le monde en parle, les gens, ils n'ont pas envie le samedi soir de se taper des écrivains. En même temps, s'ils savent que l'interview de l'écrivain, elle est montée, s'ils savent qu'elle va durer 12 minutes, et si avant il y a une bimbo et après il y a un comique, ils vont regarder l'interview de l'écrivain. Et je pense, c'est un de mes grands combats, c'est que je pense que le service public, alors où j'ai quand même passé 18 ans de ma vie, je pense que le service public se trompe complètement. En voulant faire des... Parce que dans le service public aujourd'hui, vous avez des émissions culturelles, chiantes, que personne ne regarde, et des émissions qui n'ont aucune place, qui sont divertissantes, mais qui n'ont aucune place sur le service public, compte tenu du fait que c'est payé par la redevance. Je pense que le briefing qu'il faudrait donner à tous les producteurs du service public, c'est mettez de la culture dans tous vos programmes. Vous faites un jeu, il faut quand on l'a vu, on en retire quelque chose. Vous faites des variétés, pareil. Quelle que soit l'émission du service public, il devrait y avoir à l'intérieur une dose de culture. Voilà. Et je pense, si vous voulez, que le boulot, quand j'étais sur le service public, le boulot, c'était de spectaculariser la culture, c'est-à-dire grâce à des artifices de lumière, de musique, d'invités sexy, etc., de faire passer la pilule, parce qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, de faire passer la pilule. Et quand j'avais des gens comme Bret Easton Ellis, ou Tom Wolfe, ou Michel Houellebecq, l'audience ne baissait pas. Parce que les gens ne disaient pas « Oh putain, il y a Houellebecq, je vais me coucher ». Non, ils savaient qu'après Houellebecq, d'abord, ils découvraient que Houellebecq pouvait être intéressant, disons-le. Et s'ils ne connaissaient pas Houellebecq, s'intéressaient à Houellebecq, par exemple. Mais ils savaient que derrière, ça allait redevenir marrant. Donc, ils regardaient, voilà. Moi, je suis partisan de donner la culture à petite dose et dans une ambiance sympathique. Sinon, il va y avoir une dichotomie entre d'un côté les gens cultivés et de l'autre côté les gens qui auront zéro culture.
Je rebondis, je te pose juste une question de journaliste. Est-ce qu'on peut interviewer tout le monde? Est-ce que tu t'autorises? Est-ce qu'il y a des personnalités que tu ne voudrais jamais interviewer? Je pense notamment à cette femme en burqa. Je crois que c'était avec José Bové. Non, Non, c'était avec Copé. Avec Copé. Ben non, moi je pense que, pourquoi pas, moi je pense que, bon, cette femme portait une burqa, effectivement. Moi ça m'intéressait de savoir pourquoi on s'habille comme ça. Voilà, qu'est-ce que je pense que non, moi je porte pas de jugement en fait sur les gens à ce niveau-là, quoi. Je veux dire, tout le monde, comme disait Andy Warhol, tout le monde mérite son quart d'heure de célébrité et tout le monde a droit à un quart d'heure au moins pour s'exprimer. Et ça m'a jamais choqué d'interviewer cette femme. Non, j'ai même d'interviewer un mec, je me souviens, dont tout le monde en parle, qui était un copain de Maurice Papon. Non, il faut interviewer tout le monde. C'est comme un avocat, il doit défendre tout le monde. Il n'y a pas de... Bonjour Monsieur Ardisson. Bonjour. Vous avez beaucoup apporté à l'interview télé, comme on l'a vu, vous avez réinventé en quelque sorte l'interview télé. Quels conseils vous donneriez aux jeunes pour qu'ils continuent à innover, à réinventer justement cette télé sans tomber dans l'interview soupe voilà. Je pense, enfin, si j'avais un seul conseil à donner, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est que en fait, il faut tout savoir de la personne que vous allez interviewer, tout. C'est-à-dire que moi, par exemple, je vois très bien des mecs qui viennent m'interviewer, des filles qui viennent m'interviewer, ils disent alors, quelle vie, hein? Racontez-moi votre vie. Non, ça, on va pas avoir le temps, tu vois. C'est-à-dire qu'il faut arriver avec des questions, il faut tout savoir, et un conseil pratique, parce que tout ça, c'est des conseils pratiques. Il faut éviter les questions ouvertes. Si vous dites à quelqu'un « l'amour pour vous, c'est quoi ?», ne vous étonnez pas de prendre 10 minutes de blablabla, qui en général ne veulent rien dire. Si vous dites à quelqu'un « quelle est la dernière personne que tu as aimée ? Quelle est la première personne que tu as aimée ? Quelle est la personne que tu as le plus aimée ? Quelle est la personne que tu as le moins aimée ?» Si vous allez dans de la question fermée, vous avez des réponses. Donc ce que je dirais, c'est tout savoir sur la personne qu'on va interviewer, comme je disais tout à l'heure, pour l'épater, pour que le mec se dise « oh putain, j'ai pas intérêt à lui raconter de conneries, lui il s'y connaît », donc ça c'est très important. Et ensuite poser des questions précises en attendant des réponses précises et pas être dans le général. Parce que moi quand je vois Laurent Delahousse sur France 2 qui dit à quelqu'un qui a fait un film « quelle expérience ça a dû être ce film ?» Oui d'accord. Vous êtes bien entendu avec le reste de l'équipe? Ouais. Donc voilà, il faut être précis. Excusez-moi, je peux rebondir encore. Je vous en prie, monsieur. Et en termes de concept d'interview, est-ce que vous pensez qu'on a encore plein de choses à inventer Je pense qu'aujourd'hui, moi, il y a un truc qui me fait marrer en ce moment, c'est tout ce qui se passe, évidemment, les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, les applications et tout ça. Je pense, moi je ne le ferai pas parce que je fais quand même un moment, ça va, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à inventer autour de tout ce qui est numérique. Je ne sais pas quoi. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à inventer, en tous les cas, là-dessus. Parce que ça, c'est un truc que nous, on n'avait pas. Quand je racontais tout à l'heure qu'Hanouna, il voit son audience pendant son direct, c'est un truc inimaginable, quoi. Donc je pense qu'il faut vraiment s'intéresser dans les nouvelles technologies, dans les nouvelles applis. Il doit y avoir des moyens de trouver des idées pour des interviews. Bonsoir. Ah oui, je vous vois là, ça y est. Alors justement, ma question va rebondir sur ce qui a juste été dit avant. On vous a vu récemment être remplacé par un robot qui avait votre voix pour les 30 ans de Canal+. Ouais. Et moi, je voulais savoir si, en dehors de la bonne blague, est-ce que c'était un parti pris de votre part et quelque chose que vous pensiez qu'on allait vers une robotisation justement du métier, pourquoi pas, de présentateur télé? Non. Non, je crois pas. Je crois que... Non, je crois pas. Non, c'était marrant parce que pour les 30 ans de Canal, je trouvais ça marrant de faire dans 30 ans. Mais je pense que dans 30 ans, les robots n'auront pas remplacé les animateurs. En même temps, c'est vrai que ce petit robot, il est hyper sophistiqué. Il commence, par exemple, ce qu'on a fait samedi dernier, il commence à pouvoir tenir une conversation presque avec l'invité. Donc je pense que ce qui va s'améliorer, c'est ça. C'est-à-dire, nous, c'est encore un peu laborieux. C'est-à-dire qu'entre le moment, entre deux phrases, il lui faut un petit temps. Mais je pense que tout ça va aller très vite. Et on pourra se marrer, oui, monsieur, poser la question de savoir ce qu'on peut faire comme interview. Je pense que déjà, faire des interviews par des robots, ça sera très rigolo. Donc ça ne correspondait pas forcément à une critique non plus de votre part? Non, c'était juste pour le fun d'abord.
Et justement, on vous y voit aussi toujours assez en forme, je dirais. Oui. Et vous, où est-ce que vous vous voyez justement dans quelques années, on va dire Est-ce que vous vous voyez parmi ces nouvelles innovations dont vous parliez Est-ce que vous voyez comme précurseur là-dessus? Comme Google qui va transplanter le contenu du cerveau des gens sur des disques durs et qui va refaire les... Donc en fait, un être humain, ça sera un disque dur sur un robot. Non, moi je me vois, franchement, aujourd'hui je m'occupe beaucoup de fiction. La seule chose qui pourrait m'intéresser en télévision dans les années qui viennent, c'est diriger une boîte de création avec des auteurs et des concepteurs pour inventer des nouveaux formats. Ça, c'est un truc qui me ferait vraiment marrer. Mais bon, ce qu'il faut savoir, je vais vous dire un truc qui va vous faire flipper, parce que vous êtes tous français. Quand vous arrivez dans une chaîne de télé avec une émission qui a été inventée en France, c'est beaucoup plus difficile à vendre que si elle avait été inventée aux États-Unis ou en Angleterre. Moi, j'ai un jeu qui est formidable, là, et mes associés m'ont dit, on ne va pas le vendre. Je dis pourquoi? Parce que c'est français, ça n'a pas existé ailleurs avant. Et la France est un pays où aujourd'hui on achète des émissions quand elles ont été faites à l'étranger, ce qui est assez triste pour un pays comme la France qui a quand même inventé 2-3 conneries, quoi. Alors, est-ce qu'il y a quelques autres questions? Bonjour. Vous évoquiez la fiction. Justement, je me demandais, est-ce que vous croyez encore à la télévision ou est-ce que les activités de producteurs que vous avez depuis quelques années déjà, je crois, pour le cinéma et plus récemment la série, c'est vraiment vous vous réorientez vers quelque chose une activité qui est encore durable et qui vous paraît plus durable que la télévision telle qu'elle existe encore? C'est pas ça, c'est que quand j'arrêterai de faire de l'animation, disons, faudrait bien que je fasse quelque chose, parce que je suis quelqu'un de très actif, et il me semble que la fiction sera plus adaptée dans quelques années que l'animation. Maintenant, quand j'ai commencé la fiction il y a 5 ans, je me suis dit, je vais arrêter de faire de la télé, je vais faire que de la fiction. Et en fait, le kiff de faire de la télé, en fait, je trouve que j'ai plus envie de m'arrêter. J'ai envie de continuer parce que je trouve que quand on arrive sur le plateau le jeudi soir, il y a une espèce d'atmosphère, il y a un côté très, très ludique qui est très agréable. Maintenant, l'avenir de la télé, je pense que la télé a énormément d'avenir. Je pense pas du tout que les gens regardent la télé 3h30 par jour. Je crois que ça a encore augmenté cette année. Donc les gens qui disent que la télé la radio est toujours là. Quand on a eu les sondages radio cette semaine, c'est un événement national que Laurent Ruquier réussit et qu'Hanouna n'ait pas réussi sur Europe 1. La radio est toujours là. La presse écrite sera toujours là parce que la presse écrite, de toute façon, vous pouvez avoir 4 articles sur Internet. Celui qui compte, c'est celui qui est sur du papier. C'est comme ça, c'est la culture de ce pays. Et la télévision ne sera jamais supplantée. Donc, non, la télé, moi, ça m'intéresse toujours en tant qu'animateur, ça m'intéresse toujours. En tant que producteur, à terme, je vais effectivement me diriger vers les séries et vers le cinéma. Enfin, je suis en train de le faire. Ouais. C'est le seul truc que je n'avais pas fait, c'était de la fiction. Oui, tout à l'heure, vous avez dit que la plupart de vos téléspectateurs étaient plus français. Mais en fait, moi, je viens de l'Afrique. Je sais que Canal+ est beaucoup suivi au travers de son bouquet CanalSat. Par rapport à vos choix et les critères de vos invités, est-ce que vous avez aussi pensé à inviter des acteurs politiques ou musicaux ou de musiciens ou des artistes africains, parler autour des questions internationales aussi? Je veux savoir sur quelles questions vous partez. Je sais que c'est la proximité, c'est d'abord la France, mais votre émission est internationale, donc voilà. Elle est légèrement internationale. C'est-à-dire que quand je travaillais sur France Télévisions, sur France 2, il y a une chaîne qui s'appelle TV5 Monde. Et c'est vrai que l'émission Tout le monde en parle était visible dans beaucoup de régions du monde. Des fois, j'allais au bout du monde en vacances et je tombais sur des gens. Ah, comment ça va? Et tout. Putain, c'est un drôle d'effet. Canal, c'est quand même pas ça. Il y a 200 000 abonnés en Afrique. Je pense pas qu'ils regardent tous Salut les Terriens. Et nous, alors pour être clair, on travaille à 100% pour le marché français. Maintenant, c'est marrant que vous disiez ça parce que j'ai rencontré quelqu'un ce matin qui fait de la télévision pour Canal Afrique et qui m'a demandé de réfléchir à des émissions
pour Canal Afrique et ça m'intéresse beaucoup. Effectivement, à partir de l'Afrique, je vous suivais et donc voilà. Ça m'intéresse, je vais travailler avec lui. Merci. Merci Mouloud. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je voulais vous demander ce que vous pensez des animateurs qui cumulent de nombreuses émissions. On pense à Cyril Hanouna, Nagui ou Christina Cordula encore. Vous n'avez qu'une émission d'1 heure. Est-ce que c'est parce que vous êtes feignant? Non. Alors, je vais vous dire la vérité. J'aimerais être un peu plus feignant. Non, la vérité, c'est quand je suis arrivé à Canal+, après m'être fait virer de France 2, le mec qui m'a viré, c'est Bastien Millot, en me disant que c'était malhonnête de travailler sur Paris Première en même temps. Question d'honnêteté, je crois qu'on a vu avec Big Malion qu'il n'avait pas de leçon à me donner. Donc, en fait, si vous voulez, j'ai tout de suite dit aux gens qui faisaient le Grand Journal, en disant, quelles que soient les rumeurs que vous entendiez, je ne veux pas faire le Grand Journal. On va venir vous dire, Ardisson, on va faire le Grand Journal. Non. Dès le début, j'ai choisi la fiction. Donc en fait, je fais une émission d'1 heure parce que le reste de la semaine, je m'occupe de mes séries et de mes films et Dieu sait si c'est compliqué. Mais ceci étant, pour répondre à votre question, je pense que oui. Ce que je racontais tout à l'heure sur Thierry Messant est la preuve évidente qu'à un moment, quand j'avais 14 invités dans Tout le monde en parle et 5 dans Rive droite, Rive gauche, ça faisait 19. À un moment, je me suis planté, vous avez vu le plantage. Bon. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut être raisonnable. Et c'est vrai que bon, mon émission du samedi sur Canal, elle durerait 1h30 au lieu de durer 1 heure, ça me ferait beaucoup plaisir, ça serait mieux pour l'émission. Mais de là à faire des émissions tous les jours, non, je préfère en faire une bien chaque semaine. Voilà, c'est tout. On va, si vous voulez bien... Comme vous voulez. Est-ce que tu me donnes l'autorisation de faire un truc que moi je peux jamais faire du coup en tant que journaliste sur une chaîne d'info, de te faire une interview formatée que je t'ai préparée? Essaye. Est-ce que c'est une interview monstre sacré? Monstre sacré, putain. Est-ce que comme les monstres sacrés de la télé, tu détestes qu'on te déteste? Non, moi j'aime bien qu'on me déteste. En fait, les gens veulent être aimés. Moi, j'adore être aimé. Mais s'il y a des gens qui me détestent, ça ne me dérange pas. Je vis très bien en sachant qu'il y a des gens qui me détestent. Ça ne me dérange pas. Voilà. Je n'ai pas besoin d'être copain avec tout le monde pour bien dormir. Voilà. Est-ce que, comme les monstres sacrés de la télé, tu visionnes tes best-of la nuit quand tu fais les insomnies? Non. Mais en revanche, tout le monde en parle. Je ne le regardais pas parce que ça durait très longtemps. C'était fatigant. Mais je me fais un plaisir de regarder, non pas mes best-of, mon cher Florent, je me fais un plaisir de regarder Salut les Terriens avec ma femme tous les samedis. Et c'est pas drôle parce qu'elle me fait, mais là, tu aurais pu mettre une photo, là, tu aurais pu mettre un truc. Est-ce que, comme les monstres sacrés de la télé, tu as un coach, un chauffeur, deux gardes du corps, 6 assistantes, une masseuse? Non, j'ai un coach, heureusement, oui. Enfin, j'ai une coach qui me fait courir. Parce que voilà, il faut être en forme, quoi. Moi, je pense que j'y avais pas fait. J'ai dit tout à l'heure que la télévision m'avait ouvert sur le monde, ce qui est tout à fait vrai. Et la télévision m'aide à pas être trop décrépit. C'est-à-dire que la télé m'oblige quand même à être un minimum en forme. Sinon, je pense que franchement, je ferais pas de télé, je serais plus gros. Est-ce que, comme les monstres sacrés de la télé, tu as déjà tout claqué? Tout claqué? Comme argent? J'en ai pas beaucoup, moi. J'ai pas, contrairement à des mecs comme Delarue ou Arthur qui ont fait des, enfin, Arthur a fait une vraie fortune. J'ai de quoi vivre, mais franchement, j'ai jamais sacrifié. Alors c'est marrant parce que j'ai toujours choisi de faire ce que je voulais faire. Quand je faisais de la pub, je gagnais beaucoup d'argent. J'ai décidé de faire de la télé. Où au départ, je gagnais rien. Quand je fais du cinéma, c'est pareil. C'est-à-dire, en fait, mon argent finance mes envies. Mais ce n'est pas dans le but de thésauriser et d'être le plus riche du cimetière, non. Il répond à tout. Hein. Est-ce que, comme les monstres sacrés de la télé, il t'arrive de manger le dimanche midi à Neuilly avec Nicolas Sarkozy? Non, alors ça, c'est un conseil que je donne à tous nos amis, j'ai déjà dit, mais il ne faut surtout pas devenir copain avec eux. Surtout pas, c'est la fin du monde. Si on est copain avec eux, après, ils vous appellent avant l'interview en disant « Bon, on fait comme on a dit ». Donc, pas de rapport. Voilà. Et Nicolas Sarkozy, pas plus Nicolas Sarkozy que François Hollande, personne. Est-ce que, comme les monstres sacrés de la télé, tu n'aurais jamais pu réussir aussi longtemps et aussi bien sans te droguer? Alors, ah là là, la drogue. Donc, j'ai dit samedi, j'ai invité l'ancien propriétaire des bains-douches qui a pris 6 grammes de coke pendant 30 ans. Donc, j'ai montré ce que c'était et j'ai expliqué à la fin de l'émission qu'il ne fallait pas en prendre. Enfin, que la cocaïne n'était pas une drogue récréative, que ça détruisait le cerveau.
Maintenant, il faut dire les choses, puisque j'ai du mal à mentir, j'ai du mal à faire la langue de bois, moi. C'est vrai que quand on a des idées à trouver, un bon pétard, ça désinhibe. Ça désinhibe parce que d'un seul coup, vous quittez un peu la pression de l'environnement quotidien, vous planez un peu, voilà, et ça peut aider. Donc moi, par exemple, mon slogan de pub le plus connu, c'est « La paire, il n'y en a pas deux », comme une phrase définitive. Je l'ai trouvé en fumant un pétard dans ma baignoire. Je peux pas dire le contraire. Donc, si vous voulez, il ne faut pas faire la promotion de la drogue. Je pense que quelqu'un qui est feignant et qui fume des pétards, il va devenir encore plus feignant, etc. Je ne pense pas que la drogue soit un bien. Mais quand on contrôle et quand on se sert de la drogue pour des raisons créatives et non pas uniquement récréatives, non mais c'est vrai, un pétard, ça fait bien. Allez, dernière, est-ce que comme les monstres sacrés de la télé, tu détestes cette nouvelle génération de journalistes blonds, gominés, genre gendre idéal, qui lisent leurs prompteurs comme des robots sur les chaînes d'infos continues? Non, je pense que les gens qui ont connu 68, cette génération qui ne veut pas s'en aller, cette génération qui occupe les places et qui ne veut pas laisser passer les jeunes, c'est vrai qu'on a eu un truc, nous, on a connu la révolution. Mais c'est vrai. On a connu une époque où, moi je vois maintenant, on était contre tout, quoi. Alors moi je n'étais pas un grand révolutionnaire, assurez-vous, mais on était quand même, on voulait changer le monde, on n'a pas du tout changé, c'est le monde qui nous a changé. Mais ce que je veux dire, c'est que peut-être que la différence, c'est qu'on osait des trucs qu'aujourd'hui, peut-être les gens plus jeunes n'osent pas. Ça, je pense que c'est assez vrai, c'est pas du tout un reproche, c'est simplement qu'on a été élevé dans ce contexte où on a vu arriver le rock'n'roll, la drogue en vente libre, les voyages. Voilà, mais maintenant, aujourd'hui, on se retrouve, on a 65 berges quand même. Merci Thierry Ardisson, je propose à tous d'applaudir, merci. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.